Bonjour, en effet, c'est la dernière journée ce midi au cœur des rencontres des cinémas d'Europe depuis la salle Le Bourneau, la salle 103 et le studio Claude Deloste que nous remontons ici chaque année. Eh bien, il y a trois invités à mes côtés autour de cette table. Véronique Lebris, alors je n'ai pas votre CV complet, je vais essayer d'écourter, journaliste et critique cinéma, également fondatrice, et c'est important ici, du prix Alice Guy qui chaque année récompense le meilleur film français réalisé par une femme. Cathy Géry, directrice de la Maison de l'Image, également directrice de la programmation de cette édition des Rencontres des cinémas d'Europe. Elle aussi très active d'ailleurs pour une reconnaissance du cinéma au féminin. Et puis Frédéric Mercier, pareil, je ne vais pas faire le long curriculum vitae comme on l'appelle. Vous êtes critique de cinéma, chroniqueur entre autres pour Canal+, et également membre du comité de sélection au Festival de Cannes de la Semaine de la Critique. Eh bien écoutez, vous pouvez aussi signaler que tous les deux, Véronique Lebris et Frédéric Mercier, vous êtes deux des trois modérateurs de cette 24e édition avec Laurent Creton, je crois qu'il nous a déjà, lui, quitté. Il est venu entre-temps, mais il est reparti. Vous avez tous d'autres occupations que d'être ici, en tout cas modérateur. Alors bonjour tout d'abord à tous les trois. Bonjour à Véronique Lebris. Oui, bonjour à tous. Bonjour à Cathy Géry. Bonjour. Et bonjour également à Frédéric Mercier. Bonjour. Si vous êtes avec nous, c'est pour faire peut-être un bilan de cette nouvelle édition des Rencontres des cinémas d'Europe qui se termine. Alors, je vais plutôt me tourner vers la directrice de la programmation, Cathy Géry, directrice aussi de la Maison de l'Image, d'un point de vue global. C'est fait bizarre de te... vous voyez, êtes-vous satisfaite? C'est toujours compliqué. Êtes-vous satisfaite, j'allais dire, globalement de cette semaine? Oui, on est tous très très heureux de cette édition qui pour nous était peut-être une transition, enfin encore une année de transition parce que la fréquentation des salles jusqu'à présent n'était pas forcément très concluante. Elle continuait à accuser une baisse de fréquentation de 30% avec un mois de septembre vraiment catastrophique. Et là, vraiment sur cette semaine, on a retrouvé les chiffres de 2019, en fait, de la fréquentation du festival de 2019. Donc 25 000 personnes qui sont allées voir des films, qui sont allées écouter de la musique au bistrot des rencontres ou participer à différentes animations VR. Donc on est très 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 heureux en fait. Ça a fonctionné, ça fonctionne contrairement au cinéma, on va y venir dans quelques instants, au cinéma, j'allais dire de tous les jours, de chaque jour, pas en dehors des festivals. La fréquentation scolaire aussi était en augmentation. Vous avez eu beaucoup de scolaires, c'est l'impression que j'en ai eu, peut-être je me trompe. Oui, il y a plus de 4000 scolaires qui sont venus aussi assister à des séances et des rencontres avec des différents invités que nous avons eus dans la semaine. Donc oui, de ce côté, on a repris aussi une édition beaucoup plus fluide parce que l'an dernier, avec les contraintes sanitaires, on ne pouvait pas mélanger les publics. Et le public scolaire ne pouvait pas non plus rencontrer les adultes. Et c'était très frustrant aussi parce que ce qu'on aime, c'est cette mixité de public, qu'elle puisse se retrouver à un moment. Et l'année dernière, c'était très frustrant. Cette année, enfin, on a pu retrouver ça. Ouais. Est-ce que alors ça c'est plus compliqué, je suppose, comme question, à répondre aujourd'hui à cette question. Est-ce qu'on a l'impression que le public se renouvelle aux Rencontres des cinémas d'Europe? Les jeunes, oui, obligatoirement, puisque de collégien on devient lycéen, de lycéen après on part, donc, et puis il y a une nouvelle génération qui arrive. Mais est-ce que dans le public que vous voyez, que vous côtoyez les dernières années, vous avez l'impression qu'il y a un renouvellement? C'est dur ça. Oui, c'est dur. Nous n'avons pas calculé, par exemple, la part des 15-25 qui viendraient en dehors des séances scolaires, ce qui serait intéressant de faire, puisqu'il y a une vraie opération séduction de ce public-là depuis 2 ans, avec aussi la mise en place du pass culture. On avait déjà le pass région ici. Vraiment, beaucoup de choses sont faites pour que ce public vienne facilement en salle. Après, il faut qu'il s'y retrouve dans la programmation, mais on fait aussi en sorte depuis 2019, moi je suis arrivée, mais je pense qu'il le faisait déjà un petit peu avant quand même, mais en tout cas, mettre des films plus pour ce public, et aussi la part du jeune public prend un peu plus de place dans les rencontres. Cette année, nous avons fait un tiré à part pour bien montrer aux familles qu'il y avait des films pour eux et que les rencontres, c'est pas un truc adulte avec des films
voilà, qui sont très, très, très exigeants et qu'il faut avoir une cinéphilie de dingue pour pouvoir les voir. C'est ça aussi, c'est faire quelque chose d'accessible pour les familles et pour tout le monde, en fait, pour tous les Et puis publics. il y avait le focus aussi. Le Oui, focus et puis la s'intéressait aussi thématique à du la focus, jeunesse, oui, pas oui, qu'à la bien sûr. jeunesse, mais Oui, oui. sexualité, genre, c'était aussi une thématique qui était censée essayer d'attirer justement ce public, ce 15-25 ans. Exactement, oui, oui. Les salles hors Aubenas, Vals-les-Bains, Tueil, Lussas, ça fonctionne? Bah, ça fonctionne aussi, bien sûr. Il y a moins de séances. Bon, il y a un public qui circule quand même, en tout cas entre Vals, s'ils n'ont pas pu, puisque malheureusement, il y a certains spectateurs qui n'ont pas pu avoir accès à des séances. Donc, si elles passaient ailleurs, ça leur a permis d'aller voir le film quand même. Donc ça, c'est important de pouvoir aussi proposer cet accès dans d'autres salles autour d'Aubenas. Alors, j'en touchais un mot tout à l'heure, vous en avez parlé à l'occasion d'un dossier de l'écran, j'adore ce nom, que vous avez utilisé vendredi en début d'après-midi, justement, dans le bistrot des rencontres, sur la fréquentation des salles hors festival et en festival. On voit que dans les festivals, ça fonctionne. Hors festival, c'est remarquablement différent. Alors, je ne sais pas, je vais m'adresser peut-être aux deux critiques de cinéma, vous qui êtes souvent présents dans les salles de cinéma. Vous avez remarqué, je suppose, depuis longtemps ce souci, la fréquentation largement en baisse dans les salles, l'ensemble des salles, grandes villes, petites villes de province aussi. Pour vous, c'est dû à quoi, Véronique Lebris? C'est dû à la concurrence, en fait, à la concurrence des plateformes, à la possibilité de voir des films sur d'autres supports et à la concurrence des séries. Mais en fait, moi, je vais presque vous dire que je suis une mauvaise observatrice de ça, parce que j'habite à Paris et que les salles de cinéma à Paris sont quand même assez pleines, et sur des films différents, exigeants. Donc, c'est plutôt ailleurs que ça se passe. Mais comment reprocher en fait aux gens de s'être abonnés aux plateformes, et elles sont très nombreuses, hein. J'avais fait un recensement, il y en avait quand même plus de 80 qui étaient accessibles. Donc, et comment leur reprocher ça quand pendant 9 mois les cinémas ont été complètement fermés. Donc, et puis la politique de gestion là, pour le coup du public pendant la période du Covid, je ne parle pas du reste, hein, mais était assez compliqué à comprendre quand même et assez inaccessible. Bon, moi, je pense que ce qui est inquiétant sur le public du cinéma, c'est le vieillissement surtout. Voilà, l'absence de renouvellement. Mais enfin, si je peux juste faire une parenthèse vraiment intéressante sur le cinéma d'Europe, parce que j'ai aussi été voir des scolaires, je suis franchement hyper... je l'ai dit à Cathy en sortant, en disant, mais c'est incroyable, en fait. On a des scolaires ici qui connaissent le cinéma, qui vont au cinéma, qui en parlent. Et quand on leur cite même des auteurs ou des réalisateurs, enfin beaucoup, moi je cite beaucoup de réalisatrices, qui est encore plus compliqué. Ils connaissaient, ils réagissaient. Donc c'est des jeunes, en tous les cas dans les lycées, ici, les jeunes vont au cinéma et savent de quoi on parle. Donc ça, c'est plutôt intéressant et enthousiasmant. Quand vous dites que sur Paris, il n'y a pas ce phénomène de baisse de fréquentation, est-ce qu'il y a un autre phénomène qui pourrait être une baisse du nombre de salles ou pas? Est-ce qu'il y a des cinémas qui ont fermé avec ces 2 dernières années dans la région parisienne? On va se tourner aussi vers Frédéric Mercier. Oui, il y a quelques salles qui ont disparu, notamment sur une avenue très célèbre. Non, mais c'est vrai, il y a des grosses salles qui ont disparu, quelques cinémas qui ont été rachetés. Donc effectivement, il y a eu un peu un bouleversement, on va dire, de l'échiquier des salles à Paris. Moi, je suis très étonné par ce que tu dis. Moi, pardon, je vais rentrer un peu dans la discussion, mais parce que toi, tu as pu avoir la possibilité de voir des scolaires ici. Moi, j'ai des étudiants à Paris et je suis très étonné parce que je suis avec des étudiants qui ne vont pas en salle, qui ne vont pas au cinéma, alors qu'ils ne lisent pas de critiques, ça, bon, c'est pas grave, mais ils ne vont pas en salle et ils n'ont un rapport que via les plateformes. C'est vraiment un rapport, en fait, c'est une autre génération, c'est une nouvelle génération qui a un rapport aux images qui est différent. Qui est un rapport différent. C'est à nous aussi de comprendre ce rapport aux images pour pouvoir dialoguer avec eux, parce que vraiment, ils ont j'ai l'impression que nous, on vient d'une génération où nous avons construit notre rapport au cinéma sur quelque chose d'affectif.
C'est-à-dire on s'est construit par des images, on s'est construit par des films, on s'est construit dans l'affection que nous avions pour les salles de cinéma. Et voilà, le cinéma nous accompagne. Et ils sont aujourd'hui dans un autre rapport qui passe par leur portable, qui passe par des plateformes, qui passe par autre chose. Ce qui me fait penser par rapport à ce que vous dites, ce qui pourrait expliquer la baisse de fréquentation des salles et en même temps le fait que les festivals continuent à attirer comme ça du monde. C'est que j'ai de plus en plus l'impression que ce qui fait la différence entre la salle et le confort chez soi d'une plateforme domestique, c'est l'accompagnement, tout simplement. Un festival, c'est un accompagnement humain. Nous, on est là en tant que modérateur. Cathy, tu es à chaque séance, tu es présente. Donc, on sait qu'on est accompagné, on sait qu'on va pouvoir discuter, on sait qu'on va s'en rencontrer, on sait que c'est un lieu d'échange. Ça veut dire que j'ai vraiment l'impression que les festivals renchérissent en fait, enfin, redistribuent en fait cette idée de la salle comme lieu de communion, mais lieu de communion au-delà même simplement de la projection du film. C'est un endroit où on va se retrouver, un endroit où on va communiquer, un endroit où on va échanger. Et c'est peut-être ça la première différence flagrante pour moi entre aujourd'hui la salle de cinéma et le confort de l'écran domestique. Même si je continue de défendre la salle, parce que je pense qu'on voit mieux un film en salle pour 1000 raisons, cognitives en particulier. Mais je crois que c'est ce qui fait le succès des festivals. Je crois que les gens ont envie de se voir, en fait. Mmh. Ce qu'ils ne retrouvent pas finalement dans ces séances simples. Mais on peut aussi se voir à plusieurs chez soi, dans le confort, et discuter, parce que ces étudiants dont vous parlez, vous les entendez parfois quand même parler de cinéma. Non, parce qu'ils peuvent très bien avoir vu des films. Non, en fait, je prends toujours des gants avec cette question-là, parce que, comme je disais, c'est une autre génération. Donc, ce sont des gens que j'apprends à rencontrer et j'apprends à comprendre comment ils regardent les films. On n'a pas... ce que je vois par exemple en classe, c'est qu'ils vont se montrer sur leur téléphone, par exemple, une vidéo, et ils vont se l'échanger, et ils vont commenter cette chose-là, mais ils vont commenter ce qui moi, m'interroge par rapport à nous, pour faire. C'est-à-dire qu'ils se disent, t'as vu cette vidéo ? T'as vu comment le type a filmé ça ? Est-ce que tu crois que nous, on pourrait faire ça comme ça ? Est-ce que toi, tu crois que... Ah, tiens, je vais essayer de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont immédiatement dans une réflexion pratique, de la pratique. Mais ils sont en tout cas moins, donc je parle que de 19 personnes là, mais ces 19-là sont beaucoup moins dans un rapport, je disais, affectif, ça veut dire ils vont parvenir avec... J'ai été en salle voir L'Innocent, je prends un film un film qui en ce moment a plutôt bien marché, film de Louis Garrel, et je pense un film qui crée, à mon avis, un lien affectif avec. Je crois qu'il y a beaucoup de... ce que j'entends autour de moi, c'est que les gens aiment le film, aiment les personnages, leur rappellent des chansons des années 80, il y a autre chose, et ben, ils vont être moins dans ce rapport-là avec le film. Et s'ils s'intéressent à un film qu'ils ont vu en commun, moi je leur envoie des fichiers par exemple, c'est immédiatement dans une réflexion de la pratique, moins que dans une réflexion affective. Voilà ce qui m'étonne. Et intellectuelle finalement. C'est moins c'est moins intellectuel, c'est moins une démarche intellectuelle en fait qu'à notre époque. Ils vont s'intéresser à comment il a fait. C'est plus technique alors peut-être. Ouais, c'est plus technique. Plutôt qu'intellectuel. Ouais. D'accord. Et vous avez vu, vous, Véronique Lebris, vous avez rencontré on va dire des lycéens, hein, je crois, essentiellement, où il y avait aussi peut-être des étudiants, je ne sais pas, c'était... Moi, j'aborde le cinéma par des prismes qui sont très particuliers, qui sont soit le féminisme, le genre ou l'écologie. Alors évidemment, c'est des thématiques auxquelles ils sont sensibles, beaucoup plus que les gens de ma génération, finalement. Donc eux, ils sont intéressés par cet aspect sociétal, parce que ça leur parle, en fait, parce que ça les interroge. Mais je ne peux pas dire pour le reste, je ne sais même pas si ça les intéresse. Enfin, je ne peux même pas dire que ça les intéresse de voir des films sur le sujet. Mais le sujet, le fait de traiter du cinéma et de ces thématiques-là, évidemment, eux, ça leur plaît. Et surtout, la grande chance qu'ils ont par rapport au public qui est plus âgé, c'est que quand on leur raconte une histoire, notamment par exemple sur la place de l'effacement des femmes dans l'histoire de cinéma, ils me croient. Enfin, ils se disent, ben voilà, on ne nous l'a jamais dit, ils me croient. Alors que toutes les personnes qui sont plus âgées, qui ont déjà constitué en fait leur schéma, ils mettent toujours en doute en fait ce que je raconte.
en disant non, c'est pas possible, on n'a pas appris ça. Non, vous l'avez pas appris, mais justement, on vous explique pourquoi vous l'avez pas appris. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'adresser à un public plus âgé, qui est plus formaté. Donc, moi, je préfère les jeunes, en fait, tout simplement, parce qu'au moins, ils sont plus ouverts à ces théories-là, en fait. C'est aussi parce qu'on a un rapport à l'histoire du cinéma qui change aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on avait une histoire du cinéma, on avait un dogme qu'il fallait suivre, on avait une histoire qui avait été écrite, c'était la même histoire. Aujourd'hui, on a la possibilité en fait, d'approcher d'autres historiographies. Et ça fait, bref. Cathy. Oui, et notre démarche à la Maison de l'Image, par exemple, pendant le premier confinement, comme les salles ne pouvaient pas aller, les élèves ne pouvaient pas aller en salle, puisque nous étions fermés, nous avons donc organisé, enfin en tout cas on a construit un petit atelier qui s'appelle Était une fois le cinéma, où on est allé en classe leur expliquer et on leur a parlé justement d'Alice Guy. Enfin on a commencé déjà avec les petits et les primaires à essayer de leur reconstruire une nouvelle histoire du cinéma. Et c'est super important. Enfin, en tout cas, nous, on tient à ce que ça se fasse comme ça et que s'ils ne peuvent pas venir, on puisse aller à eux. Donc du coup, si je comprends bien, les cinémas doivent se réinventer peut-être en dehors des festivals, puisque un peu comme les libraires, pendant un temps, se sont dit on est en train de s'effondrer, il faut qu'on invente des choses. Alors ils font des goûters lecture pour les enfants avec les parents, ils font des séances de dédicaces, enfin voilà, il y a plein d'imagination, on le voit sans cesse ici, parce qu'on a pas mal de petites librairies qui continuent justement à performer, j'allais dire, pour ramener le public jusqu'à ce qu'ils poussent leurs portes. Les cinémas vont devoir faire pareil. Surtout quand on nous annonce en plus déjà une 9e vague de Covid qui est en train de remonter. On nous annonce un Netflix qui continue à prendre de la place. Pour ne citer que, il y a d'autres plateformes, vous l'avez dit, 80 tout à l'heure. Oui, l'ambiguïté des plateformes, c'est que, au moins en ce qui concerne le cinéma, parce qu'après, elles ont les séries, elles ont leur propre... C'est que les gens vont voir des films qui sont sortis en salle. Et c'est ça, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, puisque la notoriété des films se fait quand même dans les salles et dans les sorties. Donc après, alors on peut attendre effectivement qu'ils soient sur les plateformes pour les regarder, ce que font quand même beaucoup de gens, mais s'ils n'en ont jamais entendu parler avant, ils passent, je crois qu'il y a le temps que les gens mettent à choisir le programme qu'ils vont regarder sur Netflix, c'est plus de 20 minutes quand même, donc c'est énorme. Voilà. Le problème quand il y a trop d'offres. Quand il y a plus d'offres, quand il y a trop d'offres, il n'y a plus de désir. Mais je sais que les ciné-clubs se réinventent de plus en plus. Qu'il y a de plus en plus on reprend de plus en plus cette tradition du ciné-club. Moi, j'ai un ciné-club, j'en ai 2 maintenant, à Paris et sur sa banlieue. Il y a vraiment du monde. Ça reste un public, il faut le dire, un peu plutôt âgé, plutôt, on va dire, au-delà de 50 ans, de toute façon. Effectivement, alors un ciné-club, c'est généralement des films de patrimoine qu'on montre, c'est plutôt des films anciens, mais au fur et à mesure de l'année, arrivent quand même des gens un peu plus jeunes. Par rapport à ce que, pour valider ce que je disais tout à l'heure, les gens sont contents de parler ensuite, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai des discussions après la séance d'un film. On a montré il n'y a pas longtemps, j'en sais rien, Sunset Boulevard. On peut avoir 2 heures à 2 heures et demie de discussion. Mais oui, mais les gens restent. Donc, je crois vraiment à ça. Et je vois de plus en plus, on va chercher en ce moment des gens de notre métier, des critiques, des journalistes, des gens, en tout cas des gens qui aiment le cinéma et qui en vivent d'une certaine façon, pour pouvoir animer ces rencontres. Et je vois vraiment énormément de cinémas qui font ça. Hier soir, on a présenté un film qui est assez particulier, qui est l'étrange histoire du coupeur de bois. Il y avait, je crois, 200 personnes qui étaient là. Il y a énormément de personnes qui sont restées pour la discussion ensuite. Les gens avaient envie de discuter. Donc moi, je crois à ça par rapport à la plateforme, ce que je disais tout à l'heure. Je termine, pardon, je suis long, mais par rapport... moi, je crois aussi que je suis assez optimiste sur une chose. C'est que j'ai de plus en plus l'impression quand même que les plateformes, en tant que productrices de films, elles fabriquent des films qui sont formatés pour les plateformes. Et je crois que ça invente un type de cinéma très particulier. Et je crois que la diversité du cinéma tel qu'il est présenté en salle, ce qu'on peut voir en salle, fera quand même la différence avec ces productions de plateforme. Et les séries au cinéma,
c'est compliqué. Moi, je suis très ennemi des séries, donc j'en parlerai D'accord. pas. Moi, je suis pas fan non plus, mais Je n'y crois pas trop non plus. non plus. Par rapport aux lycéens, moi j'en ai rencontré aussi cette année pas mal, et j'ai fait un petit sondage pour savoir ceux qui avaient des plateformes, ceux qui avaient Netflix en particulier, parce que c'est quand même la première. Tous l'avaient quasiment. Par contre, au niveau de qui regarde du cinéma ou qui regarde des séries, en fait les 3/4 regardent des séries. Pas vraiment de cinéma. Et une étude aussi qui a été faite, que l'on a menée à l'Association française des cinémas d'art et essai, finalement, il y a un pourcentage vraiment très limité, enfin, c'est 4% finalement d'abonnés qui va regarder vraiment du cinéma en fait sur ces plateformes. C'est-à-dire que même les réalisateurs ou réalisatrices comme Scorsese ou Jane Campion qui ont eu des films financés par Netflix, finalement il y a très peu d'abonnés qui ont regardé ces films. Donc c'est quand même très, très dommageable pour tout le monde. Et après, est-ce que si sortis en salle, est-ce qu'ils auraient fonctionné? Je ne sais pas non plus. Mais... c'est-à-dire que les producteurs pensaient qu'ils ne marcheraient pas en salle, sinon ils ne seraient pas passés voilà. par les plateformes. Ce qui est hallucinant, c'est que Netflix avait encore, comme les studios d'antan, c'est-à-dire avait une idée encore, on va dire, d'une case auteur. La case auteur, c'était une sorte de label sur Netflix. On va avoir Scorsese, on va avoir Jane Campion, on va avoir Steven Soderbergh. Ce sont des produits d'appel pour les cinéphiles pour pouvoir venir sur les plateformes. Mais comme ces films-là n'ont pas marché, ils ont décidé actuellement de ne plus financer ces films-là, à hauteur évidemment d'un certain budget. Moi, je donne souvent cet exemple-là parce que pour moi, c'est très important. C'est une question économique. Une série télévisée, c'est pensé en termes de production pour durer. Une série télévisée, c'est pensé pour durer, et donc c'est pensé dans l'idée de pouvoir encore durer. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il puisse y avoir une deuxième saison, en sorte qu'il puisse y avoir une suite, en fait. Donc l'idée, c'est la longévité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trouve des moyens, des codes, pour installer les gens dans un certain confort de vision, pour pouvoir regarder les choses. Ce qui fait la différence avec la salle de cinéma, c'est que, et qui fait encore, à mon avis, le prix du film de cinéma, en tout cas des films tels que Les Rencontres les présentent. On ne parlera pas de Marvel ou de choses comme ça, c'est autre chose. On est plus dans la logique de la série, finalement. C'est que ce sont ce que j'appelle, moi, des essais sans filet. Les gens vont voir un film comme L'étrange histoire du coupeur de bois d'hier, je reprends cet exemple, je l'adore. C'est un film très étonnant, très bizarre, une narration qu'on a rarement vue, un film qui laisse perplexe. Mais en tout cas, cette projection, elle est sans filet. Et le film, il est sans filet, d'une certaine façon. Ça passe ou ça casse. La série, elle n'est jamais pensée comme ça. La série, elle est toujours pensée avec un filet dessous. Et je crois que cette situation économique engage en tout cas le spectateur que nous sommes. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté, à être spectateur de cinéma, il y a un certain militantisme. Véronique Lebris. Ouais, moi, il y a aussi, je pense qu'il faudrait que le cinéma regarde un peu dans son milieu aussi, parce qu'il me semble quand même que quand on fait référence à tout un tas de films, et notamment à des réalisateurs ou des réalisatrices sur lesquels on peut aller voir des films, c'est quand même une génération, ils ont tous plus de 50 ans, donc ils s'intéressent évidemment à des sujets qui les concernent forcément un peu plus que quand ils avaient 25 ans. Et peut-être qu'il faudrait un renouvellement justement des narrations, des sujets qui soient traités, etc. Et peut-être une ouverture de ceux qui fabriquent le cinéma pour que des jeunes en fait, puissent s'emparer d'une caméra. Et parce que je crois que la série, moi, ça a aussi bien marché. Alors évidemment, avec tout ce que ça a, moi, je regarde jamais de série, mais je pense que, mais parce que il y avait une opportunité en fait de traiter au début de nouveaux thèmes et d'introduire de nouveaux personnages, de nouvelles choses sur la société en fait qui parlaient plus aux jeunes. Donc ils les ont d'abord un peu fidélisés comme ça. Il faut que le cinéma se renouvelle aussi. C'est pas que pour le public en fait. Du côté de ceux qui le font, c'est-à-dire donner la chance à de jeunes réalisateurs et jeunes réalisatrices en prenant des risques en fait. Parce qu'ils parlent aussi de leur jeunesse souvent et qui ne correspond pas à celle d'aujourd'hui. On voit beaucoup de films sur les années 80, 90, des choses comme ça qui reviennent souvent. C'est une thématique qui revient souvent au cinéma mais qui ne doit pas parler beaucoup aux plus jeunes. Bah non.
Cathy, tu voulais ajouter un Oui, petit c'est dernier ju- mot sur ce thème et puis après on revient aux rencontres des Oui, cinémas c'est d'Europe. parce que tu as dit, il va falloir que les salles se renouvellent. Mais ça dépend de quelle salle on parle aussi, parce qu'il y a une grande différence entre la petite exploitation moyenne et la grande, donc les multiplex, les salles arts et essais, enfin dites arts et essais, ou généralistes avec des formats un petit peu limités, voilà, mais même jusqu'à 6 salles comme ça au navire, elles font un gros travail d'accompagnement des films depuis déjà des années. Et en fait, ce qu'il faut, c'est surtout qu'elles aient les moyens de continuer à faire ça. Il y a un vrai enjeu économique aussi pour que des salles ne ferment pas suite à ce qu'on vit là et que il y a une dynamique qui derrière, par exemple, le festival se continue, mais elles font déjà un travail énorme et ce qu'il faut, c'est qu'elles puissent continuer à le faire et qu'elles aient les moyens de le faire, ce qui n'est pas forcément gagné. Et puis, quand on est généraliste, comme là, le navire, c'est trouver le bon équilibre entre le cinéma grand public et le cinéma à essai ou un peu plus exigeant. Donc, c'est très compliqué. Un dernier mot peut-être, vous me rattrapez si je me trompe. Lorsque l'on prend son ticket dans une salle de cinéma, il y a un pourcentage qui retourne à la création, on va dire, pour faire simple, qui est très en deçà lorsqu'on va acheter un film en VOD ou est-ce qu'on va sur Netflix, hein. Je crois qu'on passe, je ne sais plus les pourcentages, Oui, mais c'est ce c'est qu'on divisé par 3, quoi. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias, mais quand même, il y a une participation. Ils ont des Très légère par rapport à la salle. ça vient de changer, là. Ah. Donc, C'est ce qu'ils ne voulaient pas à l'origine. C'est pour ça que Netflix a mis du temps à... mais il n'y a que Netflix, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, mais en tous les cas, le système français fait que, comme les chaînes de télévision diffusent des films, elles participent au financement et les plateformes, de plus en plus, elles vont être obligées de le faire puisque c'est le principe même du système. Donc, elles vont contribuer en fait au financement du cinéma et en plus avec des obligations à la fois de diversité et c'est des péréquations qui sont assez complexes. Mais disons que le support sur lequel on regarde contribue, en fait, quel que soit le support, même si c'est une salle de cinéma, contribue forcément remet au pot du cinéma pour la production et pour surtout la diversité du cinéma. Voilà. Allez, on retourne à nos rencontres des cinémas d'Europe qui se terminent aujourd'hui. Plus de 80 films à l'affiche durant cette longue semaine. Il y avait 9 jours au total. J'ai envie de vous demander, alors pas un coup de cœur parce que je sais que c'est pas possible, mais est-ce qu'il y a des films qui vous ont bougé? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont plu? Enfin, n'importe quel adjectif, celui qui vous plaît, que vous avez vu, revu dans cette programmation et que vous ne pourriez... le coupeur de... Est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous ont bougé, qui vous ont ému, qui vous ont, je ne sais pas. Non, bah, comme ça, vous allez pouvoir parler de tous les autres films. C'est vrai que l'étrange histoire. Non, mais alors, je dis ça parce que. Non, mais je le racontais hier. Moi, je suis à la semaine de la critique. C'est une sélection à Cannes de premier et deuxième film. On a vu 1100 films, on en a sélectionné 11, donc 1%. Et ce film-ci, ça a été un coup de foudre. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui perd tout dans le nord de la Finlande en hiver et qui va essayer de trouver un sens à sa vie, de garder l'espoir. Et donc c'est un vrai conte philosophique qui interroge sur qui nous sommes, où vais-je, pourquoi-je, toutes ces grandes questions, pour une fois, et qui le fait en nous incluant dans un autre monde, une autre façon de raconter une histoire, une autre façon de nous interroger. C'est universel. Voilà, c'est un film très beau. Et il y en a un autre, c'est Le Serment de Pamphir, qui était aussi aux rencontres, film ukrainien, qui est un film noir, hein, vraiment l'histoire d'un père qui revient au pays et qui voudrait rester, et puis en fait qui doit repartir travailler à l'étranger, et en fait son fils brûle l'église pour que son père puisse rester, ça endette son père qui est obligé de faire de la contrebande, s'enclenche une mécanique de film noir, et c'est un premier film, c'est un film qui est d'une vigueur visuel extraordinaire, fait dans de très très longs plans, des plans séquences qui tournoient, qui miroitent, à l'intérieur d'un carnaval, dans un village traditionnel. C'est à la fois à la rencontre du pittoresque et du film noir. Je trouve que c'est un éblouissement de voir ça sur grand écran. Voilà. Véronique Lebris, est-ce que quelque chose vous a
Alors, moi, je voudrais souligner la qualité de la programmation dans son ensemble, en fait, la variété des, la variété des films, la variété des ouvertures, des entrées qui sont possibles. Et c'est quand même difficile, même si on n'est pas complètement fanatique de tout le cinéma, de ne pas trouver quelque chose à sa, à sa mesure. Et j'insisterai, puisque ça, c'est un peu mon créneau, y a pas, enfin, vous allez penser que c'est complètement extraordinaire, mais quand même un film d'ouverture qui est donc La Grande Magie de Noémie Lovski, qui est un film de réalisatrice et un film de clôture que j'encourage beaucoup de gens à aller voir parce que c'est un film très intéressant, qui est aussi un film de réalisatrice qui s'appelle Annie Colère, donc de Blandine Lenoir. C'est pas fréquent dans un festival, en fait. Sans doute quand on est dedans, on s'en aperçoit pas. Mais la mise en avant des réalisatrices telle que c'est fait ici, bravo, parce que c'est pas si fréquent, franchement. Donc bravo. Qu'est-ce qui fait finalement vraiment la réussite? Alors, j'ai demandé à Cathy de mettre des bouchons dans les oreilles. Qu'est-ce qui fait que ces rencontres des cinémas d'Europe, selon vous, fonctionnent bien? Alors, je vais... La qualité de l'alcool, non? Non, je pense que c'est l'ambiance, en fait. C'est l'ambiance, c'est l'ambiance assez décontractée qu'il y a. Sans doute lié au fait qu'il n'y ait pas de palmarès, que la ville n'est pas très grande aussi, donc ça facilite, ça permet une certaine fluidité des rencontres, disons. Même tout ce qui est mis en place, c'est assez agréable. Il n'y a pas de prise de tête, en fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a même pas ce côté, alors qui peut-être vont faire frémir les gens, mais le côté un peu fanatique qui bouscule un peu, par exemple le côté people, quoi, qui peut bousculer un peu les relations. Là, les gens, on a vraiment l'impression que les gens vont voir des films, qu'ils ont l'habitude de l'événement, que ça leur plaît en fait, et qui continuent, et puis qui sont contents en fait de participer à cet événement dans lequel ils sont intégrés en fait, ils ont leur place. Parce que le cinéma souffre un peu de l'entre-soi en général, donc et là ils sont partie prenante en fait du mouvement, de l'événement, et ça, je pense que c'est ça qui donne cette ambiance qui est très chaleureuse. Enfin, je sais pas, moi, alors, c'est la deuxième année que je viens. Et là, j'entendais des gens qui disaient « Ah ben voilà, c'est Véronique, elle est là. » Oui, voilà. Bon, c'était bon. Et je me disais « Tiens, c'est marrant. Je ne pensais pas qu'ils m'auraient intégré comme ça aussi facilement. » Mais c'est vrai qu'il y a cette ambiance-là. Ouais. Frédéric Mercier, bon, vous êtes arrivé... Moi, je ne suis pas encore intégré comme Véronique. J'ai pas encore Toi, tu vas avoir une statue de cire bientôt. J'espère pas. Écoute, moi, je suis arrivé hier... hier soir, quand j'allais voir les tranches, je vous ai parlé de ce film. Si vous n'y allez pas. Non, j'arrive au cinéma et il y avait des files d'attente pour tous les films de la soirée. Il y avait beaucoup de monde et je dirais qu'à Paris, quand il y a une file d'attente, les gens trépignent, tapent du pied, s'engueulent, ça finit mal. Ici, hier soir, les gens attendaient et ils parlaient de cinéma. Ça parlait, je sais que je suis arrivé, j'ai commencé à parler avec Bernard, avec 2-3 types, comme ça, on s'est mis à parler de cinéma soviétique, enfin, il y avait ce truc, il y avait déjà cette chose-là, c'est-à-dire que les gens étaient réunis à l'intérieur du hall, et tout le monde parlait ensemble, tout le monde discutait, voilà. Après, moi, je trouve que la programmation, elle est magnifique, parce qu'on vous parle de 2 films, mais... il y a vraiment énormément, en tout cas on peut voir des choses extrêmement différentes. Cet après-midi je présente par exemple du Riffy dans le tiroir. C'est un type de film, je veux dire, par rapport à d'autres, qui n'a rien à voir dans son économie, dans sa narration, dans son sujet, avec d'autres films qui ont été présentés au festival. Donc vraiment là, pour le coup, cette diversité offerte par la chronologie dont on parlait tout à l'heure, elle est totalement exposée là. C'est les rencontres du cinéma d'Europe. Le cinéma d'Europe, il faut voir malgré tout qu'il est très peu distribué. On n'en voit qu'une infime, mais quand je dis une infime partie, je peux vous le dire, enfin, j'en ai déjà parlé avec Véronique, mais à la semaine, on voit des milliers de films. Donc on voit un peu par moment des zones géographiques. Et puis on va tout à coup s'intéresser à une zone géographique, un petit peu comme ça, pendant quelques jours, on va voir beaucoup de films. Et on se rend compte qu'on ne voit qu'un pourcentage qui est dérisoire de la production de n'importe quel pays. Donc on se dit en fait qu'on ne sait rien des productions des autres pays. Là au moins on a un panorama sur ce qui se fait, au moins on a cette visibilité, on a cette fenêtre ouverte par le festival, outre cette convivialité. Voilà, et puis ces rencontres, enfin, je veux dire, on modère. Creton était là il y a quelques jours pour modérer. C'est toujours cette idée d'accompagnement. Ça fait beaucoup quand même.
chose qui fait que ça fonctionne bien et qu'on est en route vers la 25e édition. Alors bon, on va pas dévoiler aujourd'hui le programme parce qu'il n'est pas connu, mais est-ce qu'il y a des idées déjà qui, comme ça, fusent dans l'équipe ? Déjà, il y a la date, on va avancer d'une date, c'est ça, on va commencer le 18 l'année Qui prochaine. seront les modérateurs? 18, à vous, évidemment. Vous avez intérêt à être là pour la 25e. On va pas rater la 25e Il ne faut édition. pas rater cet anniversaire. Non, mais on a quelques idées avec Véronique et même Frédéric. Enfin, on va pas tout de suite en parler parce qu'on savoure cette édition. On va la finir et puis on parlera de l'autre bientôt. Mais je voudrais ajouter que Cathy est très ouverte en fait. Quand on lui dit tiens, ce serait peut-être sympa de faire ci, de faire ça, à chaque fois elle dit bah oui, bon. Oui. Ah bon. Quand Frédéric est venu avec l'étrange histoire du coupeur de bois, tu as dit oui tout de suite. Sous le bras. Ouais. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, ce film encore aujourd'hui. Hein, oui, à 15h. Exactement. On peut le voir à 15h au cinéma Les Quinconces de Vals-les-Bains. Et Irmeli et Yarko seront présents, l'acteur principal, seront présents aussi pour la présentation. D'accord, comme hier en fait. Comme hier. Voilà, comme hier, ils seront là. Eh ben, je vais vous remercier tous les trois d'être venus jusque-là, d'avoir pris une bonne demi-heure même sur votre temps de ce dimanche. Je vais encore remercier aussi moi la Maison de l'Image qui nous permet d'être ici chaque année. Ça fait aussi des années et des années que ça dure et on se régale chaque année parce qu'on voit des tas de personnes, on rencontre du monde, on parle de cinéma autour de ces micros et donc je vais remercier aussi tous ceux et toutes celles et ceux qui sont venus autour de ces micros. Il y avait Léna, il y avait Sophie cette année, il y avait René, il y avait Olivier et je n'oublie pas notre technicien préféré, il est là-bas. Et c'est Léo ainsi que Sylvain qui est dans l'autre studio du côté d'Aubenas. J'ai oublié quelqu'un ? Ah non, pas du tout. C'était pour merci bien Laurent sûr, aussi. Bien sûr, merci. Remercier Laurent et puis toute l'équipe. Et Anna Solène qui tous les jours merci. aussi est à la caméra. Qui œuvre tous les jours, Anna, et qui profite pas forcément totalement du festival là, parce qu'elle bosse beaucoup. Mais c'était ça aussi que je voulais dire. C'était beaucoup de travail pour les équipes à la fois de la Maison de l'Image et du cinéma de Navire. Donc ils ont beaucoup d'énergie et ils sont de bonne humeur tous les jours. Ça fait énormément de bien. Et puis évidemment les 150 bénévoles sans qui nous ne serions rien. Voilà, et ben écoutez, on croise les doigts pour que ça continue. Vivement l'année prochaine pour la 25e édition. Merci ce soir en fin d'après-midi à 17h, si je ne me trompe. Autre rendez-vous sur cette antenne, vous allez retrouver l'une des invités de la semaine, mais que nous n'avons pas pu diffuser jusqu'à présent. C'est Noël Boisson qui accompagnait Jacques Doyon, monteuse. Elle a pu répondre à quelques questions. Elle sera là l'année prochaine, par exemple. Ça, c'est un scoop. Voilà, je savais bien que j'avais trouvé le lien avec la 25e édition. Pour parler de son métier de monteuse. Super, merci. On garde ça alors aussi aux archives pour l'année prochaine. Comme ça, on le réécoutera avant de lui faire l'interview. Merci Cathy, merci à Véronique Lebruy et merci également à Frédéric. Merci et bye bye.